Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer le docteur Patrick Vinet, médecin néphrologue, détenteur d'un doctorat en biochimie et chercheur. Il a travaillé à Montréal durant 40 ans, d'abord à l'Hôtel-Dieu, puis à Notre-Dame. Il a aussi enseigné la médecine à l'Université de Montréal, où il a occupé le poste de doyen de la faculté durant 8 ans. Fraîchement retraité en 2003, il se spécialise en soins palliatifs et se met à s'intéresser aux malades plutôt qu'à la maladie. En 2020, il fait partie des fondateurs d'un 40e Albatros à ouvrir ses portes au Québec. Albatros est une organisation qui forme et fournit des bénévoles œuvrant dans les soins de fin de vie. Au moment de cette entrevue, le Dr Vinet est toujours vice-président de Albatros en Montérégie. Dans cette entrevue, nous aborderons plusieurs sujets ayant trait à la fin de la vie humaine, les soins palliatifs pour soulager de la douleur, les états que le corps traverse avant la mort naturelle, l'aide médicale à mourir comme agence de voyage ultime, la frontière entre les soins et l'acharnement thérapeutique, les météléfaits sur la morphine et plus encore. Bon visionnement. Patrick Vinet, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de soins de fin de vie, on parle de quel moment par rapport à la fin de la vie? Est-ce qu'on est à quelques heures de la mort, quelques jours, quelques semaines, quelques mois? Cela dépend du regard et de la personne qui nous parle. Alors, il faut comprendre que la fin de la vie, c'est un pays étrange. Entrer à la fin de la vie, c'est sortir de la vie habituelle. C'est vrai pour le malade, qui expérimente toutes sortes de choses nouvelles et des limitations physiques, et pas seulement des limitations physiques, aussi toutes sortes de questions sur ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il devient. Et c'est aussi un pays étrange pour ceux qui l'accompagnent, pour les proches, qui ne comprennent pas très bien ce qu'il vit, qui voient qu'il évolue psychologiquement rapidement, qui ne comprennent pas très bien le sens de ses questions, et qui projettent assez souvent sur lui leur propre peur. Donc nous entrons dans un pays un peu étrange. Si on parle de soins, la fin de la vie dans le fond commence au moment où on a un diagnostic qu'il n'y aura pas de guérison. C'est la porte d'entrée des soins de fin de vie. C'est la première porte. C'est d'ailleurs le début de l'accompagnement en fin de vie. On commence à accompagner des gens au moment où on leur a donné une mauvaise nouvelle qui leur ouvre un futur qui devient incertain. Ce futur peut être d'une année, peut-être de 2 années, peut-être de quelques mois, peut-être de quelques jours. Et évidemment, cette vision-là et ce que le malade va pouvoir faire, très différent selon ces différentes options. La fin de la vie, si elle est vue au niveau des soins médicaux de fin de vie, elle est beaucoup plus courte que ça. En général, les soins palliatifs, la majorité des soins palliatifs se retrouvent dans les 3, 4, 5 derniers mois de vie. Et puis, il y a des gens qui arrivent brutalement à la fin de la vie, qui vont avoir des soins de fin de vie pendant les 2-3 jours qui précèdent le décès. Ces soins sont des soins de fin de vie, mais ce ne sont pas des soins palliatifs au sens total du mot. Ils sont palliatifs parce qu'ils pallient à la souffrance et à l'inconfort, mais ce sont surtout des soins de fin de vie qui sont beaucoup plus abrégés. Alors, quelle distinction on ferait entre des soins de fin de vie et des soins palliatifs? Là, on rentre dans une autre difficulté, c'est que les soins de fin de vie font partie d'une loi au Québec. Et dans cette loi, on énonce qu'il est possible aux Québécois d'avoir accès soit à des soins palliatifs, soit à de l'aide médicale à mourir, les deux étant regroupés sous le chapeau des soins de fin de vie.
Ce qui fait de l'aide médicale à mourir un soin. Mais ce qui fait et reconnaît que les soins palliatifs sont aussi un soin. Et donc ces deux réalités vues par le législateur ne sont pas sont des réalités pour décrire une réalité légale, organisationnelle. Alors si vous me demandez qu'est-ce que des soins de fin de vie, légalement, ce sont deux choses, les soins palliatifs et la technologie de l'aide médicale à mourir, qui n'est pas un soin. Parce qu'un soin, c'est quelque chose qui te rend mieux. Ça te rend mieux pour une heure, pour un jour, pour une semaine. Ça t'aide à passer à travers des difficultés physiques. Ça, c'est un soin. Mais quelque chose qui arrête ta vie ne peut pas être un soin, au sens du mot, au sens idéologique des choses. C'est une technologie médicale qui n'est pas un soin, même si elle est regroupée par le législateur sous le vocable élargi de soins. C'est ça. On pourrait dire que on a entré sous le terme soin une interprétation très libérale pour assimiler, on pourrait dire, l'aide médicale à mourir à un soin. Bon, regardons maintenant qu'est-ce que c'est les soins palliatifs en détail, parce que vous œuvrez dans ce domaine-là depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Pour les gens qui se demandent, moi, quand je vais arriver à la fin de ma vie, est-ce que je me laisse mourir à la maison? Est-ce que je vais dans un hôpital pour recevoir des soins de fin de vie? Qu'est-ce que c'est les soins palliatifs? De quoi on parle quand on parle de soins palliatifs? Dès qu'on dit soins palliatifs, c'est que l'on comprend que la fin de la vie est un moment précieux pour l'homme. À la fin de la vie, plein de choses nous apparaissent qui sont liées à la maladie, mais qui sont aussi liées à notre aventure humaine jusque-là. Or, cette aventure humaine, elle est complexe. Il s'est passé beaucoup de choses. Des choses agréables, des choses difficiles, des conflits, des relations interpersonnelles qui ont été difficiles, des choses que l'on voudrait faire. On se rend compte qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour les faire. C'est un petit peu comme si dans la vie normale, on repoussait un certain nombre d'urgences. Je les ferai quand j'aurai du temps. Et on ne le fait pas de façon parce qu'on a de la mauvaise volonté. On le fait parce qu'on est prisonnier de plein de petites urgences. Par exemple, mettre nos pneus à neige, changer les fenêtres doubles et toutes sortes de petites choses qui nous prennent du temps et qui nous empêchent de poser des gestes qui sont des gestes importants sur le plan relationnel avec les autres. Nous allons partir, nous allons laisser une image de nous-mêmes, une compréhension de qui nous étions. On veut laisser un legs qui correspond à notre véritable moi. Un moi qui n'est pas quelqu'un qui fait semblant de faire des choses ou qui est un acteur dans une scène de théâtre. Un moi qui est la réalité de ce que je suis moi. Les soins palliatifs sont des soins qui vont permettre à la personne qui le veut de devenir elle-même autant qu'elle le souhaite en la rendant confortable pour que cette fin de vie soit un moment relationnel riche. Ceci va lui permettre de se comprendre lui-même autrement et va permettre aux autres de comprendre autrement leur relation avec celui qui part. Est-ce qu'il y a des soins palliatifs dans tous les hôpitaux du Québec? Il y a des soins de fin de vie ultime dans tous les hôpitaux du Québec, oui. Alors, il va falloir à nouveau faire la distinction entre les deux. Ça tire des soins qu'on te donne parce que tu vas mourir demain ou après-demain. Et tu arrives avec des symptômes, et là, il faut qu'on calme la douleur, il faut qu'on calme... ce sont des soins qui sont palliatifs au sens le plus littéral du mot, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour guérir, ils sont là pour aider. Le palliatif veut dire qu'on ne guérit pas, mais qu'on rend confortable. Mais ça ne rentre pas, ces soins ultimes de fin de vie, dans la plus vaste réalité de soins palliatifs beaucoup plus précoces. Le soin palliatif commençant dès qu'on a une mauvaise réponse. En fait, on peut voir que les soins curatifs
arrivant à la fin de ce qu'ils peuvent faire, sont progressivement remplacés par des soins qui sont de plus en plus palliatifs. Et là, on va arrêter des choses qui n'ont plus réellement d'intérêt pour nous aider, mais qui ont tous les effets secondaires dont on ne veut pas. Et on va se débarrasser de ça pour faire croître des soins qui vont rendre le confort. Et les soins palliatifs réellement ne finissent pas au moment du décès du malade. Au moment du décès du malade, il y a une famille qui est en deuil, qui peut encore avoir besoin d'aide pour cheminer dans ce deuil. Donc au fond, l'espace palliatif commence quand le diagnostic sévère est présent et finit quelques mois après le décès du patient pour sa famille, pour son proche, pour ses enfants. Et à l'intérieur de cet espace-là, il y a une escalade de soins un peu différents. Plus on s'approche de la fin du décès, plus ils sont intenses. Et puis des soins très spécifiques au moment même du décès, qui est, je crois, ce que regarde la loi, dont on parlait tout à l'heure. Et puis des soins liés au deuil qui sont importants. Ce que vous décrivez comme distinction ressemble beaucoup à une philosophie, donc à, on pourrait dire, une vision de traitement de la fin de vie. Alors, à nouveau, on peut creuser peut-être quelle est la différence là, entre un institut qui offre des soins palliatifs. Donc, on va englober la famille, si je comprends bien. Et puis, est-ce que les soins techniques, si on se limite seulement à la technique des soins, est-ce qu'on est dans le même registre et le même répertoire, ou est-ce qu'il y a des distinctions entre les soins palliatifs et les soins de fin de vie? C'est intéressant ça. Parce que voyez-vous, on regarde les soins un peu comme quelque chose de magique. Les pilules ne sont pas des choses magiques. Les soins de santé techniques ne sont pas des choses magiques. Ce sont des choses raisonnables que l'on offre à quelqu'un qui en a besoin. Mais il a besoin de beaucoup plus que ça. Pourquoi est-ce qu'on le rend confortable? Pour qu'il puisse continuer à avoir des relations avec les siens. Pour qu'il puisse continuer à se regarder lui-même, à répondre aux questions qu'il se pose. Et ce monde de la technologie médicale, qui est extrêmement précieux, ne couvre pas tout le champ requis. Et c'est pour ça que les bénévoles font partie des soins palliatifs. On peut parler longuement de cela, mais c'est un complément qui est essentiel, car le bénévole, lui, il a du temps. Le technicien, il a peu de temps. L'être humain qui souffre, il a besoin de temps. Alors, à nouveau, on ajoute dans cette vision-là une équipe. Hein? On pourrait dire que les bénévoles s'ajoutent, alors qu'on ne parlerait pas de bénévoles dans une institution ou un hôpital où il y a des soins de fin de vie. Voilà. Là, vous amenez la distinction à domicile ou à l'hôpital. On comprend très bien qu'il y a un arc-en-ciel de compétences qui sont requis en soins palliatifs. Et pas tous de la même façon. Et cet arc-en-ciel, il y a là-dedans des médecins qui connaissent la fin de vie, et pas tous les médecins connaissent bien ça. Il y a des infirmières qui connaissent la fin de vie, et beaucoup connaissent très bien ça. Il y a des psychologues qui peuvent être demandés quand le malade en a besoin. Il y a d'autres formes d'aide qui sont subtiles mais intéressantes, la musicothérapie, l'art-thérapie, qui peuvent être disponibles dans certains centres. Et puis, il y a évidemment les bénévoles qui peuvent venir accompagner quelqu'un avec fidélité pendant quelques semaines, quelques mois, quelquefois quelques années, bâtir une relation nouvelle, c'est un étranger qui ne te connaît pas, mais qui te donne la chance de parler. Il amène une oreille sans jugement et crée un espace où tu es bienvenu. Et voilà que tes propres questions, tu peux y les réfléchir tout haut, devant lui et avec lui. Et ça t'aide à réfléchir tout haut, à savoir ce que tu penses réellement. Ce virage intérieur sur quelles sont les vraies priorités de la vie, ça n'est plus les permis de conduire et les pneus d'hiver. Il y en a d'autres. C'est mon fils avec qui je n'ai pas parlé depuis 4 ans parce qu'on s'est disputé et je voudrais le revoir. C'est ma fille
qui a eu des conflits avec moi pour toutes sortes de raisons. C'est mon ex à qui je voudrais pouvoir dire quelque chose que je ne lui ai pas dit. Quelque chose qui, dans le fond, m'empêche de révéler ma réalité face à elle. Et donc, ces moments deviennent précieux. Comment le faire? Les bénévoles, là, sont également très utiles parce qu'ils accueillent la famille, ils voient les familles, les membres de la famille qui sont plus souffrants que d'autres. Ils offrent un espace dans lequel ces membres de famille peuvent également bouger. Alors, les soins palliatifs on a dit qu'ils n'étaient pas offerts dans tous les hôpitaux du Québec ou tous les instituts de santé, disons, tous les centres de santé. Et on est en train de dire que derrière les soins palliatifs repose une philosophie où il y a peut-être davantage de personnes impliquées, dont des bénévoles. Mais puis vous avez défini aussi qu'est-ce que veut dire palliatif, c'est-à-dire ce sont des soins qui visent non plus à guérir, mais à étirer, on pourrait dire, prolonger ce qu'il reste de vie. Pas forcément prolonger, rendre confortable. Rendre confortable. Dans ce qui reste de vie. Ça vaut la peine peut-être. Ni abréger, ni allonger. D'accord, rendre confortable. Ils veulent rendre confortable. Ils veulent que ce moment précieux ne soit pas pollué par un inconfort qui fait que le malade tire le drap sur sa tête, se roule en boule dans son lit et attend que ça finisse. C'est une question qui est sensible parce que beaucoup de gens craignent la douleur ou la souffrance à la fin de leur vie. Et quand on parle de soins palliatifs, jusqu'à quel point est-ce qu'il y a derrière les soins palliatifs, j'utiliserai pas le mot garantie, mais une assurance ou suffisamment d'outils pour pouvoir dire à la personne, on va pouvoir vous amener jusqu'à la fin de votre vie sans qu'il y ait de douleur ou de souffrance. Si on regarde les choses avec du bon sens, vous et moi, on le sait, qu'il y a des accidents, de la douleur, de la détresse et de la souffrance dans toutes les vies et à tous les âges. La souffrance n'est pas purement reliée à la fin de la vie. Les soins palliatifs peuvent apporter une réponse médicale, une réponse technique pour enlever la douleur, l'essoufflement, la nausée, et ils vont enlever ça largement. Parfaitement, pas forcément. Et quelquefois, c'est tellement difficile qu'on ne peut pas utiliser les soins ordinaires. On doit passer à des soins extraordinaires, par exemple avec la sédation palliative, qui vient répondre à des situations où on ne peut pas, où on ne peut pas, avec les outils habituels, contrôler la situation. Donc, c'est assez vaste. C'est tellement vaste qu'on comprend qu'il faut des gens qui soient bien formés pour appliquer les stratégies au bon moment. Il faut des gens qui aient compris qu'est-ce qui se passe et qui ont cet arsenal de compétences qui doit s'apprendre. Et il faut comprendre que le malade en fin de vie n'est pas le même à tous les 2 jours. 2 jours plus tard, il n'a plus la même fonction respiratoire, la même fonction rénale, le même état d'hydratation, la même fonction hépatique. Et donc, il faut changer sa médication pour intégrer sa nouvelle situation. Et on fait ça alors qu'on ne fait plus des prises de sang à tous les jours et puis des rayons X à toutes les semaines. Et donc, il faut le faire avec une médecine qui est une médecine qui utilise l'observation clinique fine que l'on a largement perdue dans la médecine moderne. Il faut la retrouver pour être capable d'ajuster les gestes techniques que l'on fait à une situation de malade qui change rapidement. Ça n'est pas simple. Vous avez abordé la question de la sédation palliative, alors ça ouvre la porte pour aborder ce thème-là. Qu'est-ce que c'est exactement la sédation palliative et est-ce que toutes les personnes en fin de vie vont à un certain moment donné en recevoir? Non, certainement pas. Peut-être une définition pour commencer. Oui.
Sédation d'abord. Sédation, c'est quoi? C'est un médicament qui enlève un peu de l'anxiété, qui enlève l'angoisse, qui te calme alors que tu es dans un état de difficulté personnelle importante. Ça, c'est la sédation. Souvent, les infirmières vont utiliser l'expression « je vais vous donner un calmant Ouais. ». Est-ce que la sédation, c'est recevoir un calmant? La sédation, c'est un calmant. Mais on peut te calmer un peu, moyennement, beaucoup, ou complètement en t'endormant complètement. Toute cette gamme de réalité fait partie de la sédation. Et si elle est donnée dans l'espace palliatif, dans un sens, c'est une sédation palliative. Mais on ne parle pas du tout de la même chose quand on t'endort, comme à la salle d'opération. Et que là, on appelle ça une sédation palliative où tu n'es plus en contact avec la réalité. C'est très différent de prendre 2 petites pilules qui vont te rendre la détresse moins grave. Donc, en général, quand le monde parle de sédation palliative, il parle de ce moment où on endort quelqu'un. Je vous donne un exemple concret, parce que vous allez comprendre. Voilà un monsieur qui vient me voir. Il a une grosse masse dans le cou. Et dans son bureau, il dit « ça va plus du tout, docteur ». Et il fait ce bruit caractéristique à chaque inspiration qui montre bien que le tuyau qui amène l'air au poumon, il est comprimé par la masse. Je ne peux pas enlever la masse. Par cette masse-là, si je lui enlève, il va mourir en même temps. C'est impossible. Ce monsieur est extrêmement anxieux. Son front est plein de gouttelettes de sueur. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de manquer d'air. Tu as l'impression que tu vas mourir dans les minutes qui suivent. Tu deviens évidemment très anxieux. Qu'est-ce que je peux lui offrir? Monsieur, si vous voulez, je peux vous endormir. Je ne peux pas enlever la masse. Puis, avec le temps, cette compression sur la trachée va être de plus en plus grande. Je peux vous délivrer de cette angoisse-là, vous faire dormir comme à la salle d'opération. Et si je fais ça, évidemment, dans un jour ou deux, l'air ne passera plus et vous décéderez. Mais vous mourrez alors que vous ne serez plus dans cette angoisse-là, vous en serez délivré. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, docteur, et faites ça vite. Voilà une sédation palliative qui fait face à un problème physique que je ne peux pas régler autrement. Est-ce que, et là je pense que ça touche plusieurs personnes qui ont assisté des membres de leur famille en fin de vie, est-ce qu'il arrive que des infirmières imposent la sédation palliative sans l'accord du patient? Je pose la question par rapport à des gens qui accompagnent leur père et leur mère et qui voient leurs parents être à demi conscients et recevoir de la morphine, par exemple, et être de moins en moins conscients. Recevoir de la morphine, est-ce que c'est la sédation palliative? En aucun cas. Qu'est-ce que c'est la distinction entre les deux? Dans quelles circonstances? Et on pourrait dire qu'est-ce que c'est la sédation palliative en termes de médicaments? La médication de la sédation palliative te fait perdre la relation avec le monde. Tu es comme dans un coma artificiel. Mais ce n'est pas une piqûre de morphine. Mais ça n'est jamais. Il n'y a pas de morphine dans la sédation palliative. D'accord. En fait, la sédation qu'on utilise, on l'utilise surtout dans les soins intensifs, quand on veut te réveiller puis te guérir. Puis on te met en sédation, en sommeil artificiel, en coma artificiel, pour calmer le besoin métabolique de ton cerveau et faire que quand tu sortiras des soins intensifs pour reprendre ta vie, tu vas pouvoir marcher parce que tu auras encore quelques muscles. Donc c'est le même médicament. C'est le même médicament, c'est la même chose. La seule différence, c'est que dans un cas, on va te réveiller et dans l'autre cas, on ne peut pas enlever la masse. Alors on va la garder, cette sédation, pour que tu meurs dans le calme. Ouais. Et jamais c'est de la morphine. Jamais. Bon, dans quelles circonstances, pourquoi des gens qui sont en fin de vie à l'hôpital, ça m'est arrivé là, d'entendre des histoires comme ça, reçoivent des piqûres de morphine et des fois, la famille a l'impression que c'est la morphine qui a tué le patient
et non pas le patient qui est arrivé au bout de sa vie naturelle? Il y a deux choses dont je vais parler ici. La première chose, c'est que le patient qui est vraiment en fin de vie, il n'est pas sur un plateau stable. Il descend rapidement. C'est inscrit en nous qu'on va mourir un jour. Et notre corps fait en sorte que notre agonie ne dure pas éternellement. Et donc, elle ferme les portes, les fenêtres, elle ferme les ailes, puis elle nous rend de plus en plus fragiles et on décède. Donc, nous sommes dans une pente descendante. Dans cette pente descendante, il y a des moments où on n'est pas confortable. Puis là, on va donner des médicaments pour enlever cet inconfort. Même si cet inconfort, ce sont les soignants qui le voient parce que le malade est déjà inconscient. On va lui donner un peu de médicaments pour enlever la douleur, alors que lui est déjà incapable de te dire qu'il a mal. Mais il a mal. Et on le voit. Et donc, on enlève cette douleur-là, même quand il est à la fin de la vie. Même si c'est 1 heure avant la mort. 1 heure plus tard, il va mourir. Pourquoi ce serait cette piqûre-là qui rend confortable, qui te fait mourir? Ça n'a pas de bon sens. Bon, tu as eu une piqûre pour être confortable 1 heure avant de mourir, et c'est très bien. Ne pas le faire serait de t'imposer des souffrances alors que tu n'en as pas besoin. La famille, elle ne comprend pas toujours très bien ça. Et en général, mon expérience est la suivante. Ils ont commencé la morphine, ils vont être morts demain. Et il y a un lien de cause à effet qui est établi dans l'esprit de la famille, alors que ce lien de cause à effet n'existe pas. Est-ce que les infirmières, les infirmiers ne seraient pas gagnants à expliquer à la famille qui est présente, écoutez, je vois que votre père ou votre mère, il exhibe présentement un signe physique que j'interprète comme un inconfort. Êtes-vous d'accord pour que je lui donne un calmant ou de la morphine? Est-ce que ce n'est pas cette étape-là qui manque et qui donne faussement l'impression aux gens dans la chambre qu'il y a un geste qui a été posé, non pas pour soulager, mais pour accélérer la mort, pour libérer un lit? Oui, certainement. Idéalement, on devrait avoir un petit peu de temps autour des gestes techniques à poser. Et quand il n'y a plus assez d'infirmières sur l'étage pour faire face aux 22 patients à laquelle elle doit s'adresser, est-ce qu'elle a le temps technique de faire ça? Pas toujours. Et donc, assez souvent, cette mauvaise interprétation est là. Il faut aussi savoir que nous faisons spontanément dans notre vie courante, nous faisons de la morphine, une espèce de morphine endogène. On appelle ça des endorphines endogènes parce que c'est à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de ça pour vivre. Et quand on a ça, quand ça fonctionne bien, nous n'avons pas de mal, nous sommes en forme, nous avons faim, nous avons un bon système immunitaire parce que toutes ces substances intérieures qui naissent, qui sont là avec la vie, pour nous permettre de vivre sans douleur, elle fonctionne très bien. Tout à fait en fin de vie, on ne mange plus. On n'a plus assez de calories. On n'a plus les acides aminés qu'il faut pour faire des endorphines. Elles disparaissent. Et maintenant, tu me bouges dans mon lit et j'ai mal. Avant, j'aurais pas mal. Parce que je n'ai plus les endorphines d'avant. Et je suis rendu à un moment où je n'en fais plus. Et donc, je vais avoir besoin d'un peu de morphine pour remplacer ces endorphines-là. Donc, on a toujours besoin d'un peu de ces opioïdes en fin de vie pour remplacer les endorphines endogènes qui ne sont pas là et être confortable. Maintenant, pour éclairer les gens qui écoutent l'entrevue, est-ce que la morphine, si elle est donnée répétitivement ou en trop grande quantité, va provoquer l'arrêt du cœur? Je vous explique. Oui. Pour que les gens comprennent bien. Oui. Si j'ai un peu de douleur, mettons la douleur d'âme, je donne un peu de morphine pour enlever la douleur. 1 milligramme 3 fois par jour, puis 1,5 milligramme, puis 3, puis en fait c'est aux 4 heures que l'on donne ces médicaments-là quand c'est de la morphine pure. Puis à un moment donné, la douleur est complètement disparue. Et je peux, avec cette dose de morphine, maintenir quelqu'un
l'esprit parfaitement clair, et il prend sa dose de morphine à toutes les 4 heures, parce qu'il détruit la morphine en 4 heures. Donc le taux est stable à toutes les 4 heures. Sans que son cœur soit affecté. Sans que son cœur soit affecté, sans que son esprit soit affecté. S'il en donne un peu plus, là, il commence à devenir, son cerveau commence à devenir un peu moins clair. Monsieur, pouvez-vous me dire combien fait 100 moins 7? C'est un comptable. Et il ne sait plus combien fait 100 moins 7. Il n'est plus capable de faire ça. J'en donne encore un peu plus. Et puis là, non seulement il n'est plus capable de faire ça, mais il commence à être un peu somnolent. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que la dose est très importante, trouver la bonne dose. Absolument. Et ça prend un certain temps avant de trouver la bonne dose. Mais si je continue, à un moment donné, le malade va dormir à cause de la morphine. Puis si je continue, à un moment donné, il va respirer de plus en plus lentement. Puis si je continue, là, il va arrêter de respirer complètement. Et là, il va mourir. Mais là, je suis en train d'utiliser de façon inappropriée un médicament en surdosant ce malade de façon importante. Alors évidemment, la crainte de tous les gens qui ont des personnes en fin de vie qui les accompagnent, est-ce qu'il y a un risque que les infirmières jaugent mal cette dose-là? On a tous peut-être la phobie d'être en face d'un infirmier ou d'une infirmière malveillante qui, encore une fois, va administrer le médicament davantage motivé par le désir de libérer un lit que de soigner le patient. Il y a toujours un risque, et les risques sont toujours là. Les infirmiers et infirmières que j'ai côtoyés toute ma vie de médecin ne feraient jamais ça. J'en ai pas vu beaucoup. Il peut y avoir des exceptions. Moi, j'aurais beaucoup plus peur du fentanyl, qui est 200 fois plus puissant que la morphine, que je vais prendre chez mon pusher, avec une autre drogue et qui, lui, va m'arrêter de respirer instantanément et qui va me faire effectivement mourir. Donc, j'ai beaucoup plus peur de ça que de l'infirmier ou de l'infirmière qui est là pour s'occuper de moi et qui, de façon générale, le fait très bien. Il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup plus que de la morphine dans les médicaments de la fin de la vie, qu'il y a beaucoup plus de détection, de regard, de mesure, d'appréciation, qui sont des appréciations objectives de quoi a besoin ce malade. Et je comprends que les familles qui sont rendues instables par cette situation dangereuse de papa, qui ont peur que papa ou que maman souffre, et voient des choses qui viennent de ce qui vient d'eux-mêmes, projettent leur propre souffrance sur papa et quelquefois demandent trop de médicaments pour papa, alors que ce qu'ils veulent traiter, c'est eux-mêmes. Mais ils ne s'en rendent pas très bien compte. Je ne les juge pas, je ne les condamne pas. Je dis que les soins palliatifs doivent s'occuper aussi de la famille et des proches, et pas seulement des malades. Et comme tu le disais très bien, doivent expliquer ce qui est en train de se produire dans la vie du proche pour la vie du malade, pour que les proches soient calmés de cela. Et ce qui est intéressant, c'est que ces peurs d'être en face d'un personnel infirmier malveillant, je me demande si elles ne sont pas renforcées depuis la légalisation de l'aide médicale à mourir, parce que derrière l'aide médicale à mourir, pour les gens qui sont attachés à la vie, il y a comme une orientation du gouvernement où la solution pour les gens qui arrivent à la fin de la vie, c'est de rapidement prendre la voie de sortie, de sorte qu'on a presque peur que la décision soit prise par le personnel infirmier plutôt que par le patient. Alors, ce serait intéressant d'en débattre, mais regardons d'abord qu'est-ce que c'est l'aide médicale à mourir. On a passé cette première demi-heure à parler de soins palliatifs, de sédation palliative, on a parlé de l'utilisation de la morphine, on a fait la définition de palliatif, la définition de soins. Alors, à la fin de la vie, on peut recevoir des soins palliatifs, des soins de fin de vie. On peut aussi demander l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que c'est cette deuxième option-là?
L'aide médicale à mourir, ce n'est pas quelque chose que la médecine fait. C'est une réponse à une demande du patient. Si ce patient est incapable de le demander, il ne peut pas l'avoir. Quelqu'un, par exemple, qui a un problème cognitif, qui n'est pas apte, ne peut pas avoir l'aide médicale à mourir. Il peut cependant avoir besoin d'une sédation palliative. Parce que la sédation palliative, c'est un geste médical. On va demander à la famille s'ils sont d'accord pour qu'on pose ce geste pour amener le confort. Mais ce n'est pas de l'aide médicale à mourir et ça ne fera pas mourir ce patient. Et s'il meurt, c'est parce qu'il est rendu à la fin de sa vie puis qu'il va mourir. Donc l'aide médicale à mourir, c'est vraiment une technique, un geste technique proposé à quelqu'un qui l'a demandé et qui l'a demandé en toute connaissance de cause. Quand ça a été mis sur pied, c'était vu comme quelque chose de rare, qui arriverait peu souvent à des gens qui sont très mal pris. Dans la réalité des choses, c'est devenu quelque chose de fréquent, qui touche une portion importante des gens qui décèdent au Québec, et c'est une façon d'abréger ou de court-circuiter cette peur de la fin de la vie. Oui, une première réaction, vous utilisez l'expression en toute connaissance de cause. Et ça me fait me demander, lorsqu'une personne est en fin de vie, est-ce qu'on lui donne les nombreuses options devant, est-ce qu'on lui laisse les options? Tu peux recevoir des soins palliatifs, tu peux avoir l'aide médicale à mourir. Il me semble que pour prendre une décision éclairée, il me semble que les choix doivent avoir été clairement exprimés avec les avantages et les inconvénients ou les limites. Ce qui nous ramène d'ailleurs à l'avortement. On nous fait souvent savoir, on entend souvent dire que les jeunes femmes à qui on offre l'avortement, on omet de leur parler des autres options. Est-ce que c'est la même chose au niveau de l'aide médicale à mourir où on présente aux patients les différentes options qui sont devant lui? Il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est que dans l'esprit de la loi, absolument. Dans l'esprit de la loi, les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir sont un droit du patient. Et s'il le choisit, il choisit l'un ou il choisit l'autre et il a le même droit. Dans la pratique des choses, on comprend que l'aide médicale à mourir, ça dure 20 minutes et puis tu es décédé. Les soins palliatifs, on attend que la vie te quitte de façon spontanée avec des soins pour que ce soit le plus confortable possible. C'est donc deux choses qui sont différentes et il y a des milieux, il y a des moments où il y a des situations, où il y a des familles qui n'entendent pas, qui ne comprennent pas, qui pensent que l'aide médicale à mourir, c'est ci, alors que c'est pas ça. Donc, il y a de l'éducation, bien sûr, à faire. D'où l'importance des soins palliatifs. Rendons-nous compte que tous les patients qui vont demander l'aide médicale à mourir ont besoin de soins palliatifs avant. Non seulement ils ont besoin de soins palliatifs avant, mais ils ont besoin d'un accompagnement avec les bénévoles avant également. Et nous accompagnons des gens en fin de vie, quel que soit le mode choisi de la fin de la vie. Cela ne fait pas une promotion pour l'un ou pour l'autre. C'est à chacun de prendre ses propres décisions. Mais on sent qu'on a besoin d'y réfléchir. Et on sent que c'est important qu'il y ait un débat à l'intérieur du malade lui-même, mais aussi avec sa famille. Depuis que l'aide médicale à mourir est devenue si simple, je vois des médecins qui proposent l'aide médicale à mourir à quelqu'un qui n'y a jamais pensé. L'équipe qui le soigne, il a confiance et le malade accepte. Et voilà qu'il accepte avant même d'avoir pu en discuter avec sa femme. Et là, ça crée des problèmes. Parce qu'elle ne veut pas, puis lui, elle veut. Puis là, il n'y a pas eu le temps de regarder ensemble les pour, les contre, et quelle attitude on veut avoir.
Quelquefois, je vois maintenant des gens qui sont angoissés parce que ce problème de différend entre lui et son épouse sur sa fin de la vie rend encore plus compliqué ces dernières heures et ces derniers jours. Donc c'est très important qu'il y ait une possibilité précoce de réfléchir à ce que l'on veut chez les gens et dans les familles de personnes en fin de vie. Et on peut citer des chiffres. En 2022, c'était 10 000 Canadiens qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne, l'aide médicale à mourir? Si on regarde la technique, là, si les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit l'aide médicale à mourir? Pouvez-vous nous éclairer en 2 minutes là-dessus? Oui. D'abord, il faut savoir que cette demande doit être faite par écrit et cette demande est évaluée par un médecin. Est-ce que ce malade répond aux critères de la loi? Est-ce qu'il a une maladie grave? Est-ce qu'il a une souffrance, etc.? Il y a une dizaine de critères. Une fois que ceci a été établi par un médecin, il y en a un deuxième qui doit venir voir si le premier ne s'est pas trompé. En fait, il veut surtout s'assurer que le malade sait vraiment ça qu'il veut. Et puis, il y a 2 évaluations qui sont faites, quelquefois très bien, quelquefois rapidement, mais qui sont là quand même. Et puis, une fois que l'on a décidé que le malade avait effectivement fait cette demande de façon appropriée et qu'elle était recevable, là, il y a un échéancier qui est fait. Vous allez recevoir l'aide médicale à mourir demain, après-demain. Initialement, c'était au moins 10 jours. Maintenant, ça peut être 24 heures. Cet échéancier est beaucoup plus souple. 24 à 10 jours plus tard, donc un médecin se présente. Au Québec, c'est toujours un médecin ou une infirmière quand il n'y a pas de médecin. Dans les milieux périphériques, par exemple, sur la côte nord. Tu as une infirmière qui s'occupe de la santé, tu n'as pas un médecin tout le temps. Alors une infirmière peut être responsable de ça, et elle va poser le geste suivant. Elle va te donner d'ailleurs d'abord une petite sédation, quelque chose qui enlève l'anxiété, un calmant. Dans cette période de calme-là, tu peux encore avoir la possibilité de parler aux tiens qui sont proches de toi, parce qu'ils sont souvent autour de toi à ce moment-là. Puis, quelques minutes après, en le temps approprié, on te donne une médication qui te met en coma artificiel, comme dans l'aide médicale à mourir, comme dans la sédation palliative. Et voilà que tu dors profondément, tu n'as plus de lien avec les tiens, et on pense surtout même ton propre cerveau est complètement endormi. On attend quelques minutes pour être bien sûr que tu sois en coma artificiel. Et puis là, on te donne le 3e médicament. Ici, c'est important. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que la personne a atteint un coma artificiel? Est-ce qu'il y a des signes qui sont objectifs? Oui, il y a des signes qui sont objectifs. Par exemple, il ne répond plus à la douleur. Si je te pince, tu n'es plus là. Si je te stimule, il n'y a aucune réponse. Et un ensemble d'autres petits signes que les infirmières et médecins connaissent. Une fois qu'on pense que tu es vraiment arrivé là, on n'est pas sûr que tu n'aies aucune conscience. On n'est jamais sûr qu'on n'ait aucune conscience. J'ai vu un malade sortir de la salle d'opération et dire à son chirurgien dans la salle de réveil, « Durant l'opération, vous avez parlé avec votre infirmière de votre nouveau chalet. » Or, il était en train de se faire opérer et sans douleur, il n'avait pas de signe de douleur. On n'est jamais sûr qu'il n'y a aucune conscience. Ce n'est pas une certitude, mais il y a une présomption forte qu'on est rendu là. Et l'infirmière donne un 3e médicament, et ce 3e médicament te paralyse. Comme tu es paralysé, tu ne peux plus respirer. Puis si tu ne peux plus respirer, tu décèdes d'anoxie. Et donc, 20 minutes plus tard, tu vas être tout bleu parce que tu n'as plus d'oxygène. L'oxygène a été consommé, mais il n'en rentre plus. Et là, tu es décédé. Alors, donc, en 25 minutes, une demi-heure, tu es passé d'un patient qui est vivant, qui souvent est conscient et dit « oui, c'est bien ça que je veux », à quelqu'un qui est décédé. Vous remarquez que ça n'a pas été dramatique. Vous remarquez que pour la famille,
C'est un moment très anxiogène, mais qui n'est pas vécu comme un drame parce que le malade ne présente pas de signes de drame. Voilà, c'est terminé. Il est parti sans souffrir, on est content, cela fait à l'aide médicale à mourir une certaine publicité et un engouement qui existe chez les nôtres. Oui, et là, vous venez de mettre un petit peu le doigt sur le bobo. La personne, elle est partie sans souffrir. Quel est le profil des gens qui vont vers les soins palliatifs ou est-ce que la peur de la souffrance, je devrais peut-être poser la question comme ça, est-ce que la peur de la souffrance joue un rôle dans le choix d'aller vers les soins palliatifs ou d'aller vers l'aide médicale à mourir, ou si ce n'est pas la peur de la douleur, qu'est-ce que c'est, ou est-ce qu'il y a une combinaison à ce moment-là de raisons? Est-ce qu'il peut y en avoir plus qu'une? Il y en a certainement plus qu'une, et certainement que la crainte d'un avenir incertain. On ne sait pas ce qui va arriver. Ou on n'a pas forcément confiance dans les soignants qui nous soignent. Parce que ça aussi, c'est important. Là, si tu n'as pas confiance dans les soignants qui soignent, tu vas peut-être plus choisir l'aide médicale à mourir que les soins palliatifs. Certainement, ta façon d'être, si tu as toujours eu les deux mains sur le volant, tu as construit et conduit ta vie de façon comme tu le voulais, mais tu ne veux pas que la dernière minute, ce ne soit pas toi le boss. Donc, vous êtes en train de dire les personnes qui ont une personnalité davantage, un tempérament plus contrôlant peut-être? Oui, certainement. Ils auront plus tendance à avoir recours à l'aide médicale à mourir. Et il y a quelque chose qui est un peu mystérieux. Voyez-vous, à la fin de la vie, certains vont dire « je remets ma vie entre tes mains ». Ils ont une attitude face à la fin de la vie qui n'est pas une attitude de drame absolu. C'est une attitude de drame relatif. Si je quitte cette vie, j'entre dans une autre. Vous êtes en train de citer le Christ sur la croix. Oui. Est-ce que vous êtes en train de me dire que ce n'est pas seulement, en plus du tempérament, il peut y avoir des valeurs, des philosophies personnelles? Absolument. Et il y a des philosophies personnelles qui ne croient pas que notre avenir à la fin de la vie soit un drame absolu dans toutes ces dimensions-là. Mais ils croient qu'on a besoin d'avoir des médicaments qu'il faut pour ne pas souffrir. Parce que lorsque la douleur nous empare de nous, nous ne sommes plus libres, nous ne sommes plus capables de gestes libres. Et donc, quelque part, il faut des soins pour demeurer autant que faire se peut libre. Mais il faut aussi comprendre qu'il n'y a qu'une partie des gens qui sont confrontés à ça. La grande majorité des gens qui sont malades, ils deviennent de plus en plus frêles, ils mangent de moins en moins, ils sont plus capables de sentir l'odeur du steak, ça leur donne mal au cœur, ils perdent la masse musculaire et ils deviennent par conséquent fragiles quand ils marchent, ils tombent plus fréquemment, ils sont dans leur fauteuil, puis ils sont allongés dans leur lit, on les nourrit un peu à la cuillère, mais on ne donne pas ce dont ils ont besoin, on n'est pas capable de le faire, ils ne sont pas capables de le prendre non plus, et puis ils se mettent à dormir de plus en plus. Et puis, dormant de plus en plus, ils ne se réveillent plus, ils sont dans un coma superficiel. Ils entendent ce qu'on dit. Ils entendent ce qu'on dit près d'eux. On leur dit, vous savez, votre fils arrive cet après-midi, ils le comprennent et ils l'attendent. Puis le coma devient de plus en plus profond, et puis il décède. Ils auraient eu besoin d'un petit peu de médicaments pour remplacer les endorphines déficientes, pour faire en sorte qu'ils ne râlent pas quelquefois. Et puis ils décèdent sans grand drame. Et ce décès-là, c'est à peu près 60% des humains qui vont mourir comme ça. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet peut-être de démystifier un petit peu là, des craintes que l'on a, c'est-à-dire l'aide médicale à mourir peut certainement apparaître attrayant si on a une impression que la majorité des gens à la fin de leur vie décèdent dans des souffrances atroces. Ce qui n'est pas le cas. Alors,
Et ça, c'est un peu mystérieux. Moi, j'ai 58 ans, donc je n'ai pas connu l'époque où les gens décédaient dans la maison, hein, dans leur maison, là, si on retourne un siècle auparavant. Mais il y a probablement eu des études qui ont été faites à cette époque-là. Sur 10 personnes qui décèdent, combien meurent dans des souffrances atroces? Un petit pourcentage. Je dirais de l'ordre de 10 à 15 1 sur 10. À peu près. 1 à 2 sur 10 vont avoir besoin de soins pour ne pas mourir dans des souffrances importantes. Et on peut le faire avec soins de bons soins palliatifs. Oui, donc les soins Absolument. palliatifs est une réponse qui va être adéquate pour les sortir, vous m'avez dit tout à l'heure, la plupart du temps de ces souffrances-là, pour les libérer. Je vous donne mon témoignage comme médecin de soins palliatifs. J'ai été médecin de soins palliatifs pendant 15 ans, avant l'aide médicale à mourir. Je n'ai jamais eu besoin de l'aide médicale à mourir. J'ai toujours eu les outils qu'il fallait, parce qu'il y avait de la sédation palliative parmi ces outils-là, pour faire face à ces difficultés. Est-ce que j'obtenais 100% de confort? Non. J'obtenais probablement 85-90%, quelquefois mieux. Est-ce que c'était instantanément confortable? Non. Il fallait trouver la bonne dose, les bons médicaments. Est-ce que tout le monde recevait de la morphine? Une bonne partie à la fin, mais souvent des très petites doses. Est-ce qu'il y a des gens qui ne répondaient pas à la morphine? Oui. Il y a de la douleur qui ne répond pas à la morphine. Et c'est une des raisons qui fait qu'il y a des malades qui deviennent surdosés. Parce qu'ils sont encore mal, on leur donne plus. Ils ont encore mal, on leur donne plus. Ils ont encore mal, on leur donne plus. À un moment donné, on se rend tardivement compte que cette douleur ne répond pas à la morphine. Elle va répondre à d'autres sortes de médicaments. Il faut donc que ce soignant comprenne que le fait d'augmenter la dose va augmenter les effets secondaires, mais pas le soulagement de la douleur. Il faut donc ajouter d'autres médicaments. Et on arrive avec un cocktail beaucoup plus complexe. Ce processus-là prend un certain temps. Réaliser que la douleur, elle répond pas à la morphine, ça prend un certain temps. Et donc, le malade, il est inconfortable pendant un certain temps. Mais tu as la surprise, au bout d'un certain temps, qu'ils te tirent par la manche et qu'ils disent, docteur, je voudrais vivre encore une semaine. Est-ce que c'est possible? La famille pense qu'il a vécu 3 semaines de trop, parce qu'il y a eu de la douleur, le temps, et il y a eu un certain nombre d'inconforts jusqu'à ce qu'on arrive à un équilibre. Mais une fois qu'il est arrivé à cet équilibre, il a encore un espace relationnel dont il a besoin. Et il te demande une semaine de plus. Mais je trouve ça intéressant parce que là, tout à l'heure, je vous ai demandé si les soins palliatifs pouvaient prolonger la vie. Et vous êtes en train de me parler d'un patient qui demande à son médecin s'il peut vivre une semaine de plus. Et tout à l'heure, vous m'avez dit non, les soins palliatifs ne prolongent pas la vie. Non, le malade voudrait qu'on prolonge sa vie. Mais le soin palliatif, tout ce qu'il peut faire, c'est de te rendre confortable dans ces derniers jours de vie dont tu as besoin. Et tu exprimes ce besoin-là. C'est important pour toi. Le bien portant ne le comprend pas. Donc, le message que vous êtes en train d'exprimer, c'est que d'abord, il y a très peu de gens qui décèdent dans des souffrances atroces et le petit 10-15% des gens à qui cette situation survenait, s'ils choisissent d'aller dans un institut où il y a des soins palliatifs, et là, ça soulève la question de est-ce qu'il y a partout au Québec des soins palliatifs? S'ils réussissent à trouver un endroit où il y a des soins palliatifs, à nouveau, on pourrait penser que dans 80 ou 95% ou 90% des cas, ce 10 à 15% va être soulagé. Maintenant, est-ce qu'on a des soins palliatifs partout au Québec? On a des soins de fin de vie proches de la fin de la vie des derniers jours, un peu partout, et ils ne sont pas appropriés comme des soins palliatifs. Aller mourir parce qu'on est à la maison, qu'on s'est détérioré et qu'on devient tout perdu, on cherche des mouches en l'air, on est transporté à l'hôpital, on arrive sur une ambulance, on arrive sur une civière, on est entouré de rideaux dans une salle où il y a plein de malades et quelques docteurs et infirmières qui font tout ce qu'elles peuvent pour répondre à toutes ces demandes, et on va mourir sur une civière.
Est-ce que c'est approprié? Ce qu'il faut, c'est qu'il faut des lieux spécifiques. Voyez-vous, le pire endroit pour mourir, c'est l'hôpital. L'hôpital, c'est une usine à santé. Ça bourdonne de gestes pour essayer de savoir quel est le problème, de faire les examens diagnostiques et de faire les premières épreuves thérapeutiques pour pouvoir retourner ce malade à la maison. Le personnel qui est là, il n'est pas là pour la fin de la vie. On n'a plus d'analyse, on n'a plus de prise de sang, on a un changement extrêmement important. On veut du temps, on veut de l'espace, on veut du confort, on veut de la présence, on veut de la chaleur humaine, on veut être entouré, on veut être reconnu. Et ça, ce n'est pas l'hôpital. Qu'est-ce qui fait ça le mieux? Les maisons de soins palliatifs. Que de fois le malade rentre à la maison de soins palliatifs en très mauvais état. Une semaine après, il va beaucoup mieux. La famille vient te dire, hey, docteur, vous avez trouvé, on va le ramener à la maison, il va mieux. Et on est obligé de leur dire, oui, il va mieux, parce qu'on a optimisé les soins. Et il va mourir quand même, parce qu'il est dans la fin de la vie. Mais cette fin de la vie ne sera pas un drame. Elle va être calme et il va mourir dans la paix. Qu'il ait ou qu'il n'ait pas l'aide médicale à mourir. Donc, quelque part, c'est vraiment actuellement les maisons de soins palliatifs ou leur équivalent hospitalier qu'on appelle les unités de soins palliatifs, où les malades sont regroupés dans un même lieu avec des soins qui sont absolument conformes à leurs besoins. Puis on voudrait beaucoup que les malades puissent mourir à la maison. Beaucoup de malades le demandent. Et ce n'est pas impossible. 60% de ces gens-là qui ont une évolution qui n'est pas particulièrement dramatique peuvent très bien mourir à la maison si on a le support qu'il faut. Le support médical à la maison, le support d'infirmiers à la maison, suffisamment de personnes à la maison pour que le mari, l'épouse ou le fils ne soit pas devenu un aide-soignant 24/7. Donc il faut des solutions concrètes pour que ce soit vivable. Mais c'est parfaitement possible et nos CLSC l'ont fait très bien dans plusieurs endroits dans le passé. Ils ont un peu moins de... Ils n'ont peut-être pas toutes les ressources qu'il faudrait pour que ce soit partout possible sur le territoire du Québec, mais ça devrait l'être. Patrick Vinet, merci beaucoup.